Bonjour tout le monde et bienvenue sur Jeux en Velu. Aujourd'hui j'ai une nouvelle histoire pour vous. C'est encore une fois un témoignage issu de Sasquatch Chronicles, que j'ai intégralement traduit et réécrit sans en altérer le contenu. C'est un autre récit qui m'a marqué, parce qu'il est très détaillé et qu'il ne comporte aucun contact visuel. Mais vous allez voir qu'il se passe quand même plein de choses, et que le contexte est extrêmement riche. Plongeons sans plus attendre dans les mystères de la rivière Merrimack. Salut, je m'appelle Patrick et je viens du Missouri. La forêt dont je vais vous parler, j'y vais depuis que je suis assez grand pour me promener tout seul. Ma sœur a toujours vécu à cet endroit, près des berges de la rivière Merrimack, dans la petite ville de Saint-Clair. Cette année-là, au mois d'octobre, je chassais le cerf sur sa propriété. J'y avais installé un abri camouflé avec une petite ouverture. Il était dos à la lisière du bois et faisait face à un grand champ. Je chassais depuis quelques semaines et j'étais surpris de n'avoir vu aucun cerf. Ils avaient pourtant l'habitude de sortir dans l'après-midi, et on les voyait régulièrement sur une caméra de chasse que j'avais installée pour surveiller le gibier. Et soudain plus rien. C'était comme s'ils avaient décidé de partir. Ma sœur venait de perdre son emploi. Elle avait travaillé pendant près de 35 ans dans la même maison de retraite, jusqu'à ce qu'elle soit considérée trop vieille pour bosser et qu'elle se fasse licencier. Pour couronner le tout, je m'étais fait virer au même moment. Donc nous avions tous les deux du mal à joindre les deux bouts. Elle touchait un peu de chômage, mais son mari était handicapé et ne pouvais pas travailler. J'essaie de faire preuve d'éthique quand je chasse, mais à ce moment précis, c'était une question de survie. On avait tous les deux besoin de nourriture et elle m'a confié qu'elle n'aurait pas dit non à un peu de viande. Je lui ai dit que je pensais que les mâles couraient peut-être après les femelles pendant la nuit et que c'était la raison pour laquelle on ne les voyait pas en journée. Je suis donc allé m'installer dans l'abri pour une chasse nocturne le 16 octobre 2016. Plus tôt dans la journée, j'étais allé voir la grotte qui se trouve non loin de là. Puis je suis allé me poster dans l'abri. Et j'ai attendu. Je n'ai rien vu ou entendu de toute la soirée. J'étais confortablement assis, avec une couverture sur les genoux. Et j'ai fini par m'endormir aux alentours de 20 heures. Je dormais sur mes deux oreilles lorsque quelque chose m'a réveillé. C'était un cri que je n'avais jamais entendu dans ces bois. Et pourtant, je chasse là depuis que j'ai 8 ans. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai tout de suite visualisé un gorille à dos argenté. Ça ressemblait à ça. Une suite de grognements graves et succincts qui résonnaient à travers les bois, jusque dans mes os. Je n'étais pas très loin des habitations. La maison la plus proche devait être à 400 mètres, pas plus. Le bruit était tellement fort, tellement puissant, qu'il avait certainement dû réveiller tout le voisinage. Et il semblait venir des bois, juste derrière mon abri. Ça a duré à peu près 30 secondes, puis la créature a commencé à brailler comme un singe hurleur. J'étais confus et désorienté. J'ai regardé mon téléphone. Il était 2 heures du matin. Je ne savais pas quoi penser. À un moment, la bête faisait le bruit d'un gorille, et puis elle se mettait à imiter un singe hurleur. Et je suis là, assis, dans mon abri, mon arbalète à la main, paralysé de terreur. Le cri a de nouveau changé, et cette fois il ressemblait à ce qu'on entend dans les Sierra Sounds. Un grognement similaire à un raclement. C'était quelque chose que je n'avais jamais entendu. Avant ça, je croyais déjà à l'existence de Bigfoot. J'avais entendu parler de 2 ou 3 témoignages, et je connaissais bien sûr l'histoire de Momo le monstre. Mais jamais de ma vie je n'aurais cru vivre une rencontre. Et je n'avais jamais fait suffisamment de recherches sur le phénomène pour connaître les bruits et les sons qui y sont associés. À ce moment-là, je ne pensais absolument pas à Bigfoot. Il y avait tous ces cris qui semblaient se diriger vers moi dans la nuit, et je n'avais aucune idée de ce qui était en train de se passer. J'agrippais mon arbalète tout en retenant ma respiration. Quelle que soit l'auteur de ces bruits, je ne voulais pas qu'il sache que j'étais là. Avec le recul, je pense que la bête savait très bien où je me trouvais. Elle savait que j'étais dans l'abri. Et je pense que j'étais la cible de ces bruits, même si je n'en suis évidemment pas certain à 100%. Quand je raconte cette histoire, les gens me demandent souvent pourquoi je n'ai pas regardé ou pourquoi je n'ai pas filmé. La réponse est simple. J'étais persuadé que j'allais mourir. J'étais recroquevillé dans ma chaise. Je priais pour ne pas voir la chose qui faisait ces bruits. Je pouvais l'entendre se déplacer autour de moi alors que je tendais l'oreille. J'entendais les buissons bouger, le bruit des feuilles qu'on piétine. Je ne saurais pas dire s'il s'agissait d'un bipède. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai entendu ces bruits et que quelque chose tournait autour de mon abri. Je ne pouvais ni ne voulais la voir. J'espérais de tout mon être qu'elle ne traverse pas le champ. Tout ce que j'avais, c'était mon arbalète avec un seul carreau. Autant dire que je me sentais extrêmement vulnérable. Les bruits se sont peu à peu calmés, jusqu'à n'être que de lointains échos. La créature semblait se diriger vers la rivière et la grotte.
Je l'ai à nouveau entendu pousser un cri vers 4 heures du matin. Cette fois, c'était beaucoup plus distant. Ça ne m'a pas empêché d'être une fois de plus submergé par la peur. J'étais absolument terrifié. Il était hors de question que je quitte l'abri avant que le jour ne se lève. Je me suis finalement écroulé de fatigue. Avant d'être réveillé par l'alarme de mon téléphone 1 heure plus tard. J'étais tellement effrayé que j'ai arraché la batterie pour le faire taire. Je voulais qu'il arrête de sonner le plus vite possible. J'avais peur que la bête l'entende et revienne me chercher. Le jour s'est finalement levé et j'ai marché jusqu'à la maison de ma sœur. J'ai jeté un regard en arrière, vers l'abri, tout en me remémorant les événements de la veille. Plus jamais je ne retournerai seul dans cette partie de la forêt après la tombée de la nuit. Mais à ce moment, je ne pensais toujours pas à Bigfoot. J'ai tout raconté à ma sœur en arrivant. Elle m'a alors expliqué qu'elle avait déjà entendu quelque chose de bipède marcher à côté de sa maison, il y avait des années de cela. Elle pouvait l'entendre depuis sa chambre, mais elle n'a jamais rien vu. Le matin suivant, son fils a trouvé une touffe de poils roux d'une quinzaine de centimètres de long, coincée dans la clôture embarbelée, exactement à l'endroit d'où semblaient provenir les bruits de pas. À un endroit où il n'y avait ni vaches, ni chevaux. Il n'avait pas non plus spécialement d'ours dans le coin. Je ne vois pas ce qui aurait pu laisser ces poils. Elle m'a aussi parlé de plusieurs fois où elle a entendu des cris très puissants qui ressemblaient à celui qui a été enregistré dans l'Ohio. Elle a aussi régulièrement perçu comme un souffle lourd qui semblait émaner des bois alors qu'elle donnait à manger à ses oies. Lorsque j'ai commencé à chasser derrière chez elle, j'ai cherché des signes de gibier. Et je suis tombé sur un cadavre de cerf atrocement mutilé à la lisière du bois, à l'endroit d'où semblaient provenir tous ces bruits étranges. On lui avait arraché la mâchoire. J'en ai ensuite parlé à ma fille aînée, qui avait 17 ans à l'époque. Je lui ai juré que je ne mentais pas, que je n'inventais rien. Elle s'est alors tournée vers son petit copain et lui a lancé « Bah vas-y, raconte !» C'était le fils d'un fermier, un jeune homme honnête. Son père et un ami à lui étaient allés voir un bout de terrain à côté du fleuve 1 an plus tôt. C'était à peu près à 1300 mètres à l'ouest de l'endroit où j'avais installé l'abri. La nuit commençait à peine à tomber. Son père et son ami ont entendu les mêmes sons de gorilles et de singes hurleurs. Ils ont alors pris peur et ont sauté dans leur véhicule. Ils venaient juste de démarrer quand ils ont senti la voiture bouger. Quelque chose avait agrippé l'arrière et était en train de la soulever. Son père avait beau appuyer sur l'accélérateur, mais il n'avançait toujours pas. Il s'est alors retourné et a jeté un coup d'œil par la vitre arrière. Il n'a pu apercevoir que le contour d'une tête en forme de dôme et de larges épaules couvertes de poils. La chose a finalement reposé la voiture à terre et ils se sont enfuis à toute vitesse. C'est après avoir entendu cette histoire que j'ai commencé à faire des recherches. Je voulais savoir ce que j'avais entendu. Encore une fois, je n'avais pas du tout Bigfoot en tête. Mais c'est quand j'ai entendu les Sierra Sounds et les autres enregistrements que j'ai réalisé ce que j'avais rencontré. C'était exactement les mêmes cris et les mêmes grognements. Je ne suis jamais retourné chasser là-bas, mais j'ai continué à me rendre à la grotte. J'ai même emmené ma compagne, qui ne croyait pas à mon histoire. Mais elle aimait aller se promener là-bas. Et moi, je veillais toujours à ce qu'on quitte les lieux avant la nuit. Un soir, nous retournions à la voiture un peu avant le crépuscule, et nous avons entendu les cris. Nous nous sommes arrêtés net. Il y en avait un au loin, puis un autre, dans la direction opposée, puis encore un autre. Ils étaient 4 au total. Ma compagne m'a regardé, interloqué, et m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit que je n'en savais rien, mais que ce n'était ni un coyote, ni un chien, et encore moins une personne. 1 semaine plus tard, presque 1 an jour pour jour après mon expérience, nous sommes retournés à la grotte. Ma compagne s'était arrêtée en cours de route pour aller faire pipi. Et elle avait également ses règles. Je précise, car je pense que ça a laissé une odeur particulière et une piste facile à suivre pour un animal sauvage. Comme la dernière fois, nous sommes restés à la grotte jusqu'au crépuscule. Nous étions donc là, juste à l'entrée, assis sur des rochers à regarder la rivière. Tout était paisible jusqu'à ce qu'on entende les bruits de gorilles sur l'autre rive. Les yeux de ma compagne sont devenus grands comme des soucoupes. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit qu'effectivement, ça ressemblait vraiment à un bruit de gorille. J'ai mis mon index devant ma bouche pour lui faire signe de se taire. J'avais fait quelques recherches depuis ma rencontre, et j'ai voulu essayer de frapper un gros bout de bois contre un tronc. Il paraît que c'est un de leurs moyens de communication, même si on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Je voulais juste faire partir la créature, lui faire croire qu'il y avait peut-être un autre Bigfoot, n'importe quoi. Je voulais juste qu'elle s'en aille. J'ai donc avancé un peu sur le chemin et j'ai récupéré le plus gros bâton que j'ai pu trouver. Je me suis tourné vers un énorme tronc et je l'ai frappé de toutes mes forces. L'écho a résonné dans toute la vallée. J'ai tendu l'oreille en quête d'une réponse. Rien. Je suis donc retourné jusqu'à la grotte pour retrouver ma compagne.
Elle m'a dit que dès que j'ai frappé le tronc, elle a entendu la créature remonter la colline en courant et en faisant des bruits de chimpanzés effrayés. Nous en avons bien évidemment profité pour quitter les lieux. J'ai aussi remarqué quelque chose de très étrange lors d'une de nos balades. J'ai en effet trouvé le cadavre d'un écureuil, sauf qu'on l'avait épluché comme une banane. Quelqu'un ou quelque chose lui avait arraché la peau jusqu'à la tête et mangé toute la chair. Aucun lynx ni aucun renard ne ferait ça. Il faut avoir des mains. Voilà encore un truc étrange que je ne peux expliquer autrement. J'ai eu une autre expérience quand j'étais enfant. Je me souviens être allé dans cette même zone de la forêt. Je devais avoir 13 ans et j'avais un petit chien avec moi. Nous étions sur un vieux chemin forestier qui passait devant cette même grotte dont je n'arrête pas de parler. À peine avions-nous dépassé la caverne que ma chienne s'est arrêtée net. Elle a levé les yeux vers les bois et j'ai vu les poils se hérisser sur sa nuque. Elle commençait à grogner. J'ai regardé dans tous les sens, mais je n'ai rien vu. Je me suis penché vers elle pour lui demander ce qui n'allait pas. Et d'un coup, sans prévenir, elle s'est mise à hurler à la mort avant de détaler dans la direction opposée. Je l'ai suivie tout de suite. Et tout le temps que nous courions, j'entendais quelque chose de massif derrière. Quelque chose qui traversait les buissons, piétinait les feuilles, les branches et renversait tout sur son passage. Quand nous sommes arrivés à la maison, personne ne m'a cru, et on m'a juste dit de ne pas m'inquiéter parce que ce n'était qu'un cerf. Bien sûr, je connais pas de cerf qui chasse les gens. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que j'ai enfoui au plus profond de ma mémoire, et je m'en suis rappelé lorsque j'ai eu mon expérience. J'essaie d'être rationnel, mais je ne vois aucune autre explication. Il n'y a aucun primate connu natif d'Amérique du Nord qui pourrait produire ces bruits. Aucun prédateur local n'est capable de déboîter la mâchoire d'un cerf ou d'écorcher un écureuil. Et mes expériences, comme celle de ma sœur, se sont toutes passées à l'automne, comme si ces créatures n'étaient là qu'à un moment de l'année, qu'elles étaient en transit. En continuant mes recherches, j'ai trouvé un rapport à une trentaine de kilomètres de chez moi, toujours sur la rivière Merrimack, dans le comté de Franklin. Il semble qu'une famille soit littéralement harcelée par ces créatures. La mère est pasteur et descendante de Cherokee, et le père est natif américain. Ils ont acheté leur maison en 2014 et affirment que des choses se passent au quotidien. Leur fils a aperçu une gigantesque forme blanche et velue vers 3 heures du matin. Depuis, il refuse catégoriquement de vivre chez ses parents. Ils entendent régulièrement des cris et des bruits de troncs qu'on frappe venant des bois. Leur chien de garde leur amène régulièrement des bouts de cerf alors qu'ils ne chassent pas sur leur propriété et ils refusent d'aller derrière la maison. Ils sentent régulièrement une odeur très forte de chiens mouillés émanant des collines environnantes. Leurs poules disparaissent sans raison apparente. La mère a le sentiment d'être constamment observée et aperçoit des mouvements dans les bois. En 2019, elle a trouvé une trace de buée circulaire sur l'une des fenêtres à l'arrière de la maison. La fenêtre se trouve à 2,50 m du sol. Ça fait beaucoup de choses étranges et inexpliquées autour de cette rivière. Je suis convaincu que cette espèce est bien réelle et qu'un groupe de Sasquatch vit dans cette zone. Merci de m'avoir écouté. Voici quelques extraits audio afin que vous puissiez vous faire une meilleure idée. Donc d'abord, des grognements de gorilles. Maintenant, je vais vous faire écouter des singes hurleurs. Donc c'est une espèce qu'on ne trouve qu'en Amérique du Sud. Et maintenant, voici l'Ohio Howl auquel le témoin faisait référence. Le témoin me semble très crédible. Son entretien dure près d'1 heure et fourmille de détails. Il y a beaucoup de précisions géographiques et biographiques qui montrent que cette personne semble de bonne foi. Ajoutons à cela le rapport de 2019, et tous les autres, ainsi que la légende de Momo le monstre, brièvement mentionnée par Patrick. Ce dernier est décrit comme une créature massive et velue qui aurait sévi au début des années 70. En 1971, il aurait effrayé une famille sortie pour un pique-nique champêtre et aurait mangé toute leur nourriture alors qu'ils étaient partis se réfugier dans leur voiture.
En 1972, 2 enfants rapportent avoir aperçu Momo, un chat mort sous le bras. Le musicien, auteur et cryptozoologue Lyle Blackburn a mené son enquête et écrit un livre sur le sujet intitulé Momo, The Strange Case of the Missouri Monster. Si le Missouri ne présente pas la plus forte concentration de témoignages du pays, il semble néanmoins abriter une population potentielle de Sasquatch. Gardez à l'esprit que ce n'est pas parce qu'il y a moins de rapports qu'il y a moins de Bigfoot. Ça veut juste dire qu'il y a moins de gens pour les apercevoir. Le Missouri étant beaucoup moins peuplé que la Floride par exemple. Les rapports de mutilation tendent aussi à indiquer un régime omnivore et une consommation de viande régulière. Les Sasquatch, s'ils sont des primates, ont certainement un régime généraliste et opportuniste, à l'image des chimpanzés. Sur ce, je vous laisse à vos réflexions et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, d'aimer la vidéo si elle vous a plu et de réagir en commentaire. Ça aide grandement au développement de la chaîne.